qu'on peut avoir les micros, s'il vous plaît? Allez, hop, messieurs. Je vais basculer de l'autre côté pour équilibrer. On va essayer de pas trop parler. De toute façon. Bien, je vous propose de démarrer ce forum entretien des infrastructures existantes. Non, je me trompe de titre. Donc, routes et infrastructures dégradées, les grands impensés de la transition écologique, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire à toutes les échelles de territoire et sur toutes les positions d'usagers, et notamment de ceux qui ont à charge d'entretenir ces routes. Donc, nous aurons 2 tables rondes. Je compte vous passer la parole sur de longues périodes à la salle. Donc, préparez aussi vos questions. Et puis, laissez-moi vous présenter pour co-présider ce forum les 2 personnes à l'AMF, les 2 élus qui sont spécialistes de ces thématiques. Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinou, coprésident de la commission mobilité à l'AMF, président aussi de l'AOM de son territoire, donc le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, et puis aussi qui a des fonctions à l'Interco, et puis Frédéric Cuillerier, maire de Sainty, dans le Loiret, coprésident de la commission mobilité de l'AMF, président du pays Loire-Beauce, un syndicat intercommunal, et aussi vous avez des fonctions au Conseil national de la sécurité routière, je sais que ça vous tient à cœur, pour l'AMF. Donc à tous les 2, d'abord en guise d'introduction, je vais demander à Monsieur Laval quelles sont vos attentes pour ce forum. Qu'est-ce que vous voudriez nous voir réussir collectivement à l'issue de ces 1h30 de discussion? Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, les temps de partage sur ces forums, c'est surtout de pouvoir discuter avec les collègues, de partager les expériences, chacun dans la diversité des territoires, puisqu'on ne pose pas les questions de la même manière en fonction de où on réside et des outils dont on dispose en matière de mobilité. À la fois de faire un focus sur des sujets d'actualité qui nous concernent, qui nous préoccupent, et en même temps d'être utile pour apporter des pistes de travail et évidemment des réponses aussi à un certain nombre de nos collègues, puisque l'idée, vous l'avez dit, c'est bien d'échanger avec l'ensemble des participants. Merci Monsieur Laval, on vous redonnera la parole assez rapidement. Monsieur Cuillerier, pourquoi ce thème en fait? Et j'allais dire même pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce thème, pourquoi ce titre? Le gouvernement a fixé un certain nombre d'objectifs en matière de mobilité décarbonée. Et dans ce domaine, les maires et les intercommunalités ont répondu très favorablement et se sont engagés, partagent ces objectifs. Par contre, nous rencontrons des problèmes très importants. Ce sont les remontées qui nous sont faites du terrain, des territoires, dans le domaine de l'entretien des ponts, des chaussées, de la voirie, entretien extrêmement lourd sur le plan financier, extrêmement lourd en termes de kilométrage, puisque je rappelle, pour démarrer ce forum, que les communes et intercommunalités, aujourd'hui, ont à leur charge 700 000 kilomètres de voirie. 700 000 kilomètres. Les départements, eux, ont à leur charge 375 000 kilomètres. Et il reste seulement 20 000 kilomètres pour l'État. 98% des voiries sont soit communales, soit départementales. C'est une charge très lourde et je pense qu'il faut poser ce postulat en commençant notre forum. Et c'est la raison majeure pour laquelle nous avons choisi cette thématique pour répondre à l'attente de nos collègues sur le terrain. Je pense que vous avez très bien posé les enjeux de la première table ronde. Donc je ne les répète pas, mais dans un contexte de budget contraint, comment peuvent faire les communes, les départements et ceux qui sont en charge pour subvenir aux besoins d'entretien, j'allais même dire à long terme, parce que c'est un petit peu ça la question du temps. Et quels sont aussi les nouveaux modèles économiques à inventer. Je vous présente pour cette table ronde Monsieur Ferdi Louisy, maire de Goyave, en Guadeloupe. Restez là, monsieur, je vais vous passer un micro après. Vous avez été, si je puis dire, éprouvé dans votre chair de maire parce que, en fait, vous avez subi les dégâts de la tempête Fiona.
Et de façon assez dramatique, bien qu'on n'ait heureusement pas eu de blessés à déplorer, vous avez un pont qui a été emporté et nous emprunterons si je puis dire, l'acuité de cet exemple, eh bien une réalité de terrain pour pouvoir justement réfléchir et discuter de façon plus générale. Madame Jarraud, Madame Marie-Claude Jarraud, vous êtes présidente du CEREMA, mais vous êtes aussi maire de Montceau-les-Mines. Et j'aime bien citer ces deux casquettes parce que c'est important qu'on sache parfois que vous vous exprimez du point de vue de l'une ou de l'autre. Donc vous connaissez bien les enjeux des communes par rapport à leurs infra, comme on dit dans le jargon, et vous êtes fermement décidé à les accompagner. À vos côtés, c'est David Zambon, vous êtes directeur général adjoint du CEREMA et aussi directeur infrastructure de transport et matériaux. Et vous nous parlerez du programme national Pont, initié par le plan de relance en 2020. Monsieur Durovray, ici, à mes côtés, vous êtes président du conseil départemental de l'Essonne, président de la commission mobilité de l'Assemblée des départements de France. Je vais un petit peu citer toutes vos casquettes pour simplement finir par dire que vous êtes un pro de ces sujets-là. Ça fait 20 ans en tout cas que vous discutez mobilité. Et vous avez été missionné dans le cadre de l'ADF justement pour réfléchir au nouveau modèle économique à inventer. Vous êtes aussi dans divers autres mandats d'AOM et j'en passe. Alors, première question, je vais passer la parole à monsieur Louisy. On va aussi afficher les images. Une petite précision avant de commencer, c'est que dans le bilan que nous avons fait de l'état des ponts, il y a aujourd'hui en France, dans nos collectivités locales, entre 30 et 45% des ponts qui nécessitent des travaux. Et là, on va avoir plus que des travaux, parce que là, il faut reconstruire. Alors justement, je vous ferai réagir après, mais on ne va pas dévoiler aussi ce que M. Louisy a à nous dire. Est-ce qu'on peut afficher les photos du pont de la commune de Goyave ? Donc, votre commune a subi des dégâts extrêmement importants, je l'ai dit. Est-ce qu'on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et se demander quel était l'état du pont qui a été emporté par les eaux en crue ? Alors d'abord, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. D'abord, c'est un pont qui est situé sur une route départementale et qui plus est devait être, selon les différents rapports qui ont été établis, vous voyez, bon, voilà, il n'est plus là le pont, les différents rapports qui ont été établis qui devaient être reconstruits. Alors, c'est un pont qui avait une portée de 24 mètres et avec les assauts de la tempête Fiona, donc cette crue, maintenant le lit de la rivière a doublé. Et donc aujourd'hui, il faut reconstruire un pont de 44 mètres par le département, qui est chiffré entre 6 et 7 millions d'euros, un pont. Et pour l'instant, voilà, avec toutes les contraintes que ça va avoir, puisqu'il ne faut pas que le pont passe dans la rivière, il y a la loi sur l'eau. Enfin, on a beaucoup de règles qui viennent encore alourdir le coût de la reconstruction. Hormis ce pont qui a été emporté, je crois qu'il y a eu aussi d'autres dégâts sur les 3 ou 4 autres ponts communaux. Alors, nous avons 33 km de voirie à gérer au niveau de la commune. Notre commune, il y a 3 rivières qui desservent au niveau de notre commune. Et nous avons 4 ponts communaux qu'il faudra réparer ou reconstruire. Et nous sommes autour d'un budget de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. À titre de comparaison, je peux vous demander votre budget de fonctionnement sur la commune ? Alors, le budget de fonctionnement de la commune est justement de 9 millions d'euros. 9,2. Voilà. Je pense que c'est assez parlant comme exemple pour rentrer dans le vif du sujet. Reconstruire, donc pour ça, en fait, vous avez besoin d'accompagnement et de financement. Je passe la parole à Marie-Claude Jarraud, mais je reviens vers vous dès que vous voulez réagir justement sur le cas concret. Madame Jarraud. C'est bon, j'ai un micro. Ah, vous avez un micro. Oui, donc c'est un peu la mission du CEREMA. Hein, on ne va pas représenter ce centre de technique et d'expertise indépendant, mais c'est un peu sa mission d'accompagner les collectivités dans l'aménagement du territoire. J'allais même dire, quand on voit ce qui se passe dans le ménagement du territoire, puisqu'on a des territoires de plus en plus vulnérables aux aléas climatiques. Et donc, comment finalement comment vous prenez à cœur cette mission d'accompagnement et qu'est-ce que vous avez envie de nous partager là-dessus ?
Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Déjà, je voudrais revenir sur les enjeux. Les enjeux, ils sont colossaux. Alors, c'est la double casquette pour moi, le maire et présidente du CEREMA. Les enjeux sont des enjeux sociétaux, des enjeux de sécurité. C'est la première chose. C'est-à-dire que nous les maires, nous avons conscience, et aussi enfin, les élus, nous avons bien conscience que quelquefois nos infrastructures sont en mauvais état, mais ce dont nous ne disposons pas, c'est des moyens pour les auditer, pour savoir exactement dans quel état ils sont. Le programme Pont en est l'illustration, et David Zambon en parlera tout à l'heure, l'illustration parfaite. Mais c'est vraiment un enjeu sociologique et de sécurité. La population ressent aussi la même chose. Alors, il y a d'autres enjeux, des enjeux territoriaux, des enjeux écologiques, mais le premier enjeu, c'est une problématique de sécurité. Comment le CEREMA, qui est un établissement public national et un établissement public local, répond à ces difficultés? Eh bien, le CEREMA vient en assistance, quelquefois chez vous, monsieur, après les catastrophes, Vallée de la Roya, les inondations dans le nord, en Guadeloupe, à La Réunion aussi. Enfin, nous intervenons à chaque fois que nous sommes mandatés, sollicités. Mais notre intervention aussi, elle doit se faire en amont, au titre de la prévention. C'est le programme Pont. Donc les enjeux, ils sont colossaux. Ce sont des enjeux, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais des enjeux de vie au quotidien, tout simplement. Quand un pont est coupé, vous voyez les images. Oui, mais justement, un mot sur les impacts socio-économiques. Ça a coupé combien de personnes, ça a isolé combien de personnes, alors, combien de commerces ont dû fermer? Alors, des commerces sont fermés, boulangeries, épiceries, restauration rapide. Et donc, on avait un impact à ce niveau, puisque le bourg est en extension sur un quartier de 2000 habitants. Il a fallu tout repenser, le transport, les enfants qui vont à l'école, les personnes. Vous avez délocalisé l'école d'ailleurs. Alors, on a à 2 km voilà, plus loin. Également, on a eu le temps de lancer cette construction. Et donc, ça s'est fait. On a mis en place le transport gratuit, la cantine scolaire gratuite, puisque les enfants traversaient le pont et ne restaient pas manger le midi, donc il fallait rentrer. Maintenant, il faut faire 2 km pour pouvoir rejoindre le bourg. Voilà. Justement, Madame Jarot, vous parlez de prévention et Monsieur Louisy parle de délocalisation de l'école, par exemple, et tout ça. Je voudrais quand même comprendre aussi comment le CEREMA accompagne, non pas forcément sur l'infrastructure elle-même, mais aussi en repensant de façon plus globale, c'est-à-dire la solution, c'est pas toujours de refaire à l'identique. Là, on a un lit de rivière qui est passé de 22 à 24 mètres. On a des territoires qui, de toute façon, vont être réimpactés. C'est pas parce qu'on fait un pont plus solide qu'il ne sera pas forcément impacté par la prochaine tempête. Donc, comment le CEREMA accompagne aussi de façon plus large sur les enjeux de la transition écologique et en fait de la vulnérabilité des territoires au changement climatique? Parce que des fois, il faut monter d'un cran et penser à aménagement plus large. Bien sûr, vous avez entièrement raison. Il faut monter d'un cran, penser aménagement plus large. Ce sont des sujets extrêmement pointus. Nous, dans les communes, nous ne bénéficions pas forcément d'ingénierie sur ce sujet. Et c'est à ce titre que le CEREMA intervient pour accompagner les communes. Il intervient en tant que tiers de confiance pour accompagner les communes dans la construction des schémas directeurs, je dirais des schémas directeurs de vie, à la fois implanter les écoles, gérer les mobilités. Voilà à quel titre le CEREMA intervient en amont pour accompagner sur toute l'ingénierie territoriale et sur c'est une sorte d'assistance à maîtrise d'ouvrage de 2e niveau en amont pour accompagner les élus dans leur définition des besoins et la résolution de leurs problèmes. Alors justement, on va passer la parole à David Zambon pour le programme Pont. Et je jetterai un petit pavé dans la mare sur les critères d'éligibilité au programme Pont, d'ailleurs. Je pense que je serai accompagnée par Monsieur Louisy là-dessus. Mais faites-nous peut-être un point, Monsieur Zambon, sur l'accompagnement que vient de décrire Madame Jarot. Donc SOS Pont, c'est une plateforme numérique
sur laquelle on dépose en fait ce qui se passe. Et vous avez... ah non, c'est parce que je me sens trompée. Oui, qu'est-ce que vous avez... Je crois que c'est 15 000 communes qui sont rentrées dans le... Quels enseignements vous avez tirés? C'est ça. Suite à l'accident du pont en Italie et du rapport sénatorial là, sur l'état des ponts, un des diagnostics, il y en avait plusieurs, mais il y en avait un, c'était qu'on ne connaissait plus l'état de ce patrimoine, le patrimoine lui-même et l'état de ce patrimoine des communes les plus petites. Hein. C'était celle qui bénéficiait il y a quelques années d'un appui de l'État direct qu'on appelait l'ATESAT. Et donc il y a eu un programme de recensement et d'évaluation de l'état de ces ouvrages qui s'adressait à peu près à une trentaine de milliers de communes. Il y en a 15 000 qui ont répondu présent en nous demandant d'intervenir. Et donc, on est arrivé presque au bout de ce recensement. Une première phase, 11 500 et encore 3 500 en cours, là. Et vous avez des chiffres là, qui s'affichent, mais le constat, c'est qu'il y a en gros 20% des ouvrages qui nécessitent des travaux de structure importants. C'est le constat, et parmi eux, même certains qui ont dû faire l'objet de mesures d'urgence. 20% des ouvrages de ceux qui ont répondu, ou vous extrapolez Non, c'est de ceux qui ont répondu, donc sur 45 000. Donc il y a un petit biais quand même, voilà. Peut-être. Ouais. 45 000 ouvrages, c'est déjà pas mal quand même de recensement. C'est plus un échantillon, c'est peut-être les 2 tiers du patrimoine. Et donc ce constat qui était supposé comme dans une projection du Sénat, et ben on a constaté ce niveau qui correspond finalement. Pourquoi on en arrive là? C'est qu'une infrastructure, et ben ça vieillit. Donc ça vieillit, et pour vieillir un peu moins vite, c'est la fameuse dette grise aussi, peut-être qu'on peut. Alors la dette grise, c'est l'idée que plus on retarde des travaux d'entretien, plus les coûts de réparation sont élevés. Donc ça coûte plus cher de repousser les travaux. Et donc cette idée-là qu'il faut effectivement suivre, gérer et entretenir son patrimoine au bon moment pour éviter d'arriver dans une situation plus grave, et ben effectivement, cette idée-là, elle est d'éviter cette dette grise. Mais alors, j'allais dire, c'est joli sur le papier, c'est bien sympathique, mais 80% des questions que vous obtenez sur la plateforme, c'est comment je fais maintenant ? Exactement. On a délivré, après ce diagnostic, ce qu'on a appelé un outil de gestion, qu'on appelle le carnet de santé. Ça permet de suivre. C'est assez parlant parce qu'au-delà de l'état des lieux, c'est aussi comment va vivre cet ouvrage, les travaux d'entretien, etc. Et la première des questions qui nous revient des communes, c'est bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Et donc, on a mis en place cette plateforme qui s'appelle SOS Pont. Alors, plateforme avec des experts derrière qui répondent pour justement guider les maires dans le déroulé des différentes actions à faire. Et une des premières questions, c'est le financement. Une réaction? Justement, ma commune n'a pas été retenue. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes avec le changement climatique, avec les tempêtes, puisqu'on a des ponts qui sont emportés, des ponts qui sont fragilisés. Est-ce qu'il ne faudrait pas réactualiser ce plan Les critères d'éligibilité, par exemple, c'est parce que vous n'avez été pas retenu parce que vous êtes moins de 10 000 habitants? Voilà, ma commune, c'est 7 800 habitants. Vous avez commencé à faire le diagnostic en 2019. Et aujourd'hui, en 2023, 2022-2023, nous ne sommes plus dans les mêmes conditions climatiques, que ce soit pour la Guadeloupe ou d'autres territoires de l'Hexagone. Il faudrait peut-être repenser le pont ou le réactualiser compte tenu des événements que nous vivons actuellement. Alors c'est clair que ce programme financé par l'État l'a été, comme je vous le disais, pour accompagner des niveaux sans ingénierie complète. Et en prévention. Alors après en prévention, mais aussi en réparation, puisqu'il y a la question d'intervenir sur les ouvrages les plus dégradés. Mais la question que vous posez, c'est effectivement comment on accompagne tous les gestionnaires. Encore une fois, certains, le cas que vous citiez en Guadeloupe, je crois que c'est un pont, vous avez dit un pont départemental. Donc il y a une structure de gestion du patrimoine. Il y a aussi des ponts communaux qui ont été, qu'on a réparés dans l'urgence. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. On met quand même tous les outils, la boîte à outils qui sont à disposition et ce programme qui a le mérite d'exister. À l'entrée, il y avait une petite fiche qui décrit tout ça. Voilà. Chacun pourra la récupérer avec les références et les ressources possibles. Oui. Donc sur la dégradation des infrastructures, l'idée c'est de... je vous fais intervenir, oui, monsieur Cuillerier, prenez la parole. C'est de se demander maintenant comment on fait, où on trouve les sous. Et je voudrais qu'on passe maintenant avec monsieur Durovray notamment et monsieur Cuillerier à la réflexion sur les nouveaux modèles économiques, puisque aujourd'hui la majorité des recettes sont générées par 1%, vous l'aviez dit, ou 2% des kilomètres de voirie. Et donc... Non, mais avant de parler de cette question, je crois que mon collègue a effectivement évoqué une question. Est-ce qu'on ne peut pas réouvrir
cette liste analytique. Ma commune, par exemple, n'a pas été éligible à ce travail que vous avez effectué. Je pense qu'il faudrait faire, si possible, une réouverture de la faculté, de pouvoir examiner en détail, analyser en détail l'état des ponts sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas se limiter, même si l'effort a été considérable, on ne peut pas se limiter à, je dirais, la moitié des ouvrages sur l'ensemble du territoire. Ça me paraît important. Et là, il faut que l'État dégage des moyens suffisants pour accompagner les collectivités dans ce domaine. On parlera ensuite du modèle économique. Un mot, Madame Jarot. Oui, par rapport à ce que vient de dire mon collègue, nous, le CEREMA, établissement public national et établissement public local, gouvernance partagée entre l'État et les collectivités, peut être conseil sur le sujet de la réouverture, mais ça, en aucun cas, c'est le CEREMA. Oui, il ne vous appartient pas de décider. Voilà. Mais vous faites bien de le rappeler. À l'appui du conseil, un état des lieux. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est ce que nous ferons. En tout cas, l'appel est lancé et ça pourra rentrer peut-être dans le... Ouais. L'appel n'est pas au CEREMA, l'appel est à l'État, qui doit, ça c'est très clair, qui doit accompagner les collectivités dans ce domaine. Moi je déplore, et je le disais il y a quelques instants, on a supprimé dans nos communes les ingénieurs subdivisionnaires qui tous les temps faisaient l'état de nos... Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mais c'était fait de façon exhaustive, ça ne l'est plus aujourd'hui. Bon, alors on continuera à en discuter, notamment sur la deuxième table ronde. Je voudrais passer la parole à François Durovray, président du conseil départemental. Vous avez commandé un rapport, le rapport Yves Crozet, et qui débute par ces mots, j'ai quand même envie de le dire. Les services de transport et les réseaux d'infrastructures sont gourmands en dépenses publiques. Et ça fait du bien quand même de le rappeler. Et dès lors, je trouve que la question de la répartition des recettes générées par la route mérite d'être posée et débattue. Rappelons que les recettes... rappelons peut-être quelles sont-elles. Déjà, est-ce qu'on peut juste, dans un souci pédagogique, redire quelles sont les recettes générées par la route? Bonjour à tous. Avant de donner votre avis. Et même au-delà, peut-être quelques éléments de diagnostic. Un, la route, c'est le premier patrimoine public. Pour les communes, pour les départements, c'est le premier patrimoine public. En termes de valeur financière, bien sûr. Deuxièmement, la route, c'est, lorsqu'on sort de chez soi, le premier contact de nos concitoyens avec la puissance publique. Voilà. Ensuite, cette route, ça a été évoqué, c'est 1 million de kilomètres globalement. Ça va très loin dans les territoires. Et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, la route restera le premier vecteur de mobilité des Français. Dans les scénarios les plus optimistes de décarbonation, 80% des déplacements continueront à se faire par la route. Ça signifie que ce n'est pas un réseau qu'il faut abandonner. Ça signifie qu'il faudra continuer à entretenir la route. Et non seulement à l'entretenir, mais en plus à l'adapter. Parce qu'il y a cet enjeu de décarbonation. Vous savez, on en parlera dans la deuxième table ronde. Mais si vous me permettez juste d'un mot, c'est 30% des gaz à effet de serre, la route, donc 90% sur la route. Donc on a un enjeu à la fois d'électrification de la route et de massification de ses usages. Donc il va falloir beaucoup d'argent. Il va falloir beaucoup d'argent pour les collectivités qui sont gestionnaires de ces ouvrages, ces infrastructures. Aujourd'hui, 99% des recettes vont à 1% du réseau, les autoroutes concédées. On peut refaire la liste des recettes. Donc il y a les péages autoroutiers, il y a aussi la taxe sur les carburants. Enfin, est-ce qu'on peut juste effectivement, très rapidement redire tout ce qui remonte de la route? Ouais. Monsieur Coquille, le directeur général... Monsieur Coquille peut prendre la parole. Vous pouvez prendre la parole, mais prenez la parole, tenez. Les recettes, recettes pour l'État. Alors, j'avais noté ce que je me doutais qu'on parlait de ce sujet. 43 milliards. Vous avez le même chiffre? J'avais 40, voilà. Dans les 43 milliards, il y en a 38 qui sont des taxes. Dans les 38, il y a 32 de TICPE, dont 11 milliards vont aux collectivités quand même. Oui. Ensuite, il y a la taxe à l'essieu, 158 millions. Il y a les certificats d'immatriculation, quasiment 2 milliards qui vont aux régions. 88 millions de taxes de stationnement en Île-de-France. 1,1 milliard de taxes sur les assurances et qui vont à la sécurité sociale et au département pour les SDIS. Il y a 700 millions de taxes sur les véhicules de tourisme des sociétés qui vont à la sécurité sociale. Il y a 1,8 million
millions d'amendes qui vont à l'État, Aux 1,8 milliard d'amendes qui va à l'État, aux collectivités. Ouais. Et puis, à côté, effectivement, il y a le réseau, les péages, qui ne sont pas tout à fait des taxes, pas du tout même. Et là, il y en a en gros pour 5 milliards de recettes qui reviennent vers l'État, d'une certaine façon, sur les péages. Ok, merci, ça fait du bien de resituer le cadre. Revenons aux collectivités. Il y a une espèce du coup d'effet ciseau, c'est-à-dire que départements, communes, tout est à votre charge et les recettes ne sont pas forcément là. Je prends juste l'exemple, par exemple, j'en parlais avec vous sur ce qui est perçu sur les transactions notariales. Là, Les droits de mutation. Les Oui. droits de mutation, merci. Le marché immobilier est à l'arrêt. Je crois que vous avez 80 millions de moins perçus cette année. Pour l'Essonne. Pour l'Essonne, oui, bien sûr. Oui. Donc du près coup, de 3 milliards pour tous les départements. Du coup, ma question, voilà, qu'est-ce qui dysfonctionne? Monsieur Coquille vient d'évoquer les recettes liées à la route. Moi, j'avais 40 milliards, 43 milliards. Hors redevance du réseau autoroutier. Je disais tout à l'heure, 99%, enfin 1% du réseau qui a 99% des recettes, ça veut dire à l'inverse, 99% du réseau qui n'a 0 recette. Et c'est d'ailleurs une spécificité. C'est-à-dire 0 recette fléchée. Bien sûr. Ouais. C'est une spécificité. Tous les autres réseaux ont des recettes. Réseau d'eau, réseau d'assainissement, réseau téléphonique, électrique, le gaz. À chaque fois, ces réseaux sont financés par les usagers. Et la route est financée uniquement par les contributions publiques. Et vous avez vu que dans les taxes qui ont été évoquées par M. Coquille tout à l'heure, il y a, à mon sens, une erreur fondamentale au cours des années passées, c'est que les départements, par exemple, qui sont gestionnaires du réseau départemental ont perdu la vignette qui était affectée. L'État, lorsqu'il y a une part de TICPE qui a été versée aux collectivités, l'ont versée aux régions qui ne sont pas gestionnaires d'infrastructures, de réseaux. Et donc, il faut, à mon sens, remettre à plat le financement de la route. Alors, il y a besoin de plus d'argent, c'est vrai, mais je pense qu'on ne peut pas être uniquement dans une posture vis-à-vis de l'État en disant à l'État « mettez plus d'argent sur la table ». On sait très bien dans quelle situation est l'État. Il faut que nous ayons le courage de trouver un nouveau modèle de financement de la route. Donc ce que vous dites à demi-mot et ce que vous préconisez, c'est que la route paye la route, en tout cas de se retourner peut-être vers les usagers, c'est ce que dit le rapport Crozet. Quelles sont les idées du coup alors, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, on peut se dire que les automobilistes payent la route, c'est les 40 milliards. Voilà. Et on peut être légitime, et c'est d'ailleurs la position du président du GART, Louis Nègre, de dire sur ces 40 milliards, il y en a une partie qui doit revenir vers la route. C'est un discours que j'entends et que je partage. Je pense qu'on ne s'en sortira pas uniquement en tenant ce discours et qu'il faut qu'on ait le courage, je dis, de mobiliser des recettes complémentaires. On a des opportunités. Il y a la fin des concessions autoroutières qui arrive. Et la négociation des nouvelles concessions. Oui, mais le ministre a indiqué qu'il ouvrait le débat l'an prochain. Je pense qu'il va falloir plus que quelques mois de négociation pour renégocier des bien sûr, président. Et ce sont des recettes. Nous avons rencontré le ministre hier avec mon coprésident Sylvain Laval, qui nous a confirmé qu'il réouvrait en 2024 le débat. C'était une des pistes qui pouvait... on a évoqué cette question avec lui. Et je pense qu'effectivement, il faut que les collectivités soient autour de la table pour dire que ce nouveau modèle concessif, le nouveau modèle de financement de la route, ne doit pas profiter uniquement à 1% du réseau, mais doit profiter plus largement, et donc aux gestionnaires, aux communes et aux départements. Bon, et là, on parle des usagers, on parle aussi des renégociations de contrats avec les professionnels du monde autoroutier. Moi, j'ai envie quand même de remettre sur la table quelque chose qui s'appelait l'éco-redevance. Oui, bien sûr. Et donc là, on sait quand même, je crois, le CEREMA, c'est bien que plus c'est lourd, plus ça abîme la route. Il y a quand même des camions qui passent sur nos routes, et parfois même en traversant le pays. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui a envie de réagir? Je peux réagir aussi, vu que j'ai le micro. Mais c'est vrai, et c'est un sujet sensible, l'écotaxe. On se souvient des manifestations. Il y a la situation des poids lourds, et je trouve que l'abandon de l'écotaxe, les premiers gagnants ont été les transporteurs routiers étrangers. Oui, les premières victimes ont été les automobilistes français, puisqu'on sait très bien que ce qui n'a pas été gagné sur l'écotaxe a été traduit par une augmentation de la TICPE que ne payent pas les transporteurs étrangers parce qu'ils traversent le pays en faisant le plein en Espagne. Ils font un plein avant et puis voilà. Ils font le plein en Belgique. C'est un système totalement absurde qui nous a fait perdre 1 milliard de recettes. Il faut qu'on trouve un nouveau modèle, et je suis de ceux qui pensent que les poids lourds, un passage de poids lourd, c'est entre 100 000 et 1 million de fois
de plus, ça abîme chaque passage par rapport à une voiture. Donc c'est normal qu'ils contribuent davantage au financement de la route. Une voiture vide abîme plus qu'une voiture pleine, mais ça, on en rediscutera aussi. Évidemment. Mais il faut tout faire tourner la parole, mais vous me permettez juste une dernière. Je pense qu'on a une dernière opportunité, c'est que la TICPE va disparaître, enfin va tomber. Les recettes très importantes dont l'État bénéficie au travers de la route vont disparaître parce que le véhicule thermique va disparaître. Et donc l'État va être obligé de trouver un nouveau modèle de financement. Et ce modèle, il doit forcément être assis sur l'électricité. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas transférable sur le rechargement électrique. Tout simplement, aujourd'hui c'est une énergie fossile, vous avez une taxe sur l'énergie fossile, elle va disparaître, on va avoir sur l'électricité, et donc il faut qu'on ait, vous le dites en filigrane, il faut qu'on ait sur l'électricité un financement, parce que je ne vois pas l'État abandonner les recettes qu'il a, et donc il faut qu'on puisse également émarger à cette recette. Voilà quelques-unes des idées que je voudrais partager avec le bloc communal. Alors, je voudrais faire réagir Frédéric Cuillerier et vous passer, faire peut-être une dernière question, mais vous passez ensuite la parole, donc très court, s'il vous plaît. Non, simplement pour dire qu'on vient d'illustrer la nécessité de mettre en place un nouveau modèle économique pour financer la route. Et je voulais répondre à notre collègue élu des départements. Les communes et les intercommunalités sont tout à fait partenaires avec vous pour la mise en place de ce nouveau modèle économique. Nous sommes partenaires par le fait que nous pesons, nous aussi, 64% des routes de France. C'est considérable. Et que nous avons les mêmes difficultés que vous à entretenir notre réseau routier, et on l'a vu également, nos ouvrages d'art. Donc nous sommes, et nous l'avons évoqué encore hier avec Monsieur le ministre, nous sommes tout à fait prêts à participer à des assises nationales avec vous en particulier. Nous sommes partenaires. Et partenaires de l'État également. Donc ça fait plaisir d'entendre de concertation entre les niveaux. Justement, dernière question avant de la passer à la salle. Il y a quand même question de transfert de route par-ci, par-là. Alors, je n'ai pas tout suivi, mais il y a quand même des possibilités aux régions ou aux intercos de reprendre. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sujet? Madame Jarot? Je voulais juste donner un exemple par rapport à ce qui s'est passé sur la route Centre-Europe-Atlantique dans le bassin minier, dont la ville principale est Montceau-les-Mines. On n'arrivait pas à terminer cette route Centre-Europe-Atlantique. Ce continuum ne se faisait pas. Ça a été compliqué, beaucoup de tensions avec l'État, mais aussi une sollicitation des EPCI, une sollicitation du département, une sollicitation de la région. Et là, tout le monde, au bout de quelques semaines de tension, tout le monde s'est mis autour de la table et tout le monde a abondé au pot. Et nous avons pu, de ce fait, terminer cette route parce que ça faisait une rupture avec des problèmes d'accidents terribles. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait pas d'organisation réglementaire prévue. Mais on peut peut-être regarder ce qui s'est passé pour trouver des solutions de financement commun. Voilà. Vous avez évoqué, chers collègues, la question des accidents. La tendance aujourd'hui gouvernementale et au Conseil national de la sécurité routière, nous allons vers une mise en responsabilité plus importante des communes, intercommunalités, départements dans le cadre de la sécurité routière. Donc, absolument. Ce qui est logique puisque nous exerçons les pouvoirs de police sur ce domaine. Donc il y a une demande qui est faite aujourd'hui du ministère de l'Intérieur sur ce point pour que nous développions notre rôle en matière de sécurité routière. Mais la route, c'est aussi la sécurité routière et les deux sont liés. Et là aussi, il faut quelques financements. C'est très important. Vous évoquez les accidents. Tout est lié. Avec des usagers comme les motards, par exemple, à qui on va peut-être demander maintenant de faire des contrôles techniques et qui vous disent pas peut-être, non mais moi faire le contrôle technique de ma moto alors que vous faites même pas l'entretien des nids de poules sur la route. Voilà, donc c'est vrai que voilà, il y a des paradoxes. C'est un exemple. Mais on a effectivement en projet les communes et les départements d'organiser en 2024 des assises de la route. C'est indispensable de le faire dans une perspective de long terme. Et il faut qu'on soit capable de dire à nos concitoyens, la route c'est notre bien commun, et on va devoir investir à la fois pour l'entretenir, on a vu la question des ouvrages d'art, mais on va avoir besoin d'investir sur la route pour la transformer.
la question de l'électricité, on a besoin d'investissements importants, la question de la sécurité, et c'est l'enjeu de la route intelligente. On a beaucoup de constructeurs qui sont aujourd'hui en train de travailler sur des solutions qui vont permettre d'améliorer la sécurité routière, et ça veut dire des investissements publics pour des bénéfices privés, au bénéfice de nos usagers. Et là, je crois qu'on a un bon levier pour expliquer à nos concitoyens, en responsabilité, les communes, les départements, avec l'État, de dire on a besoin d'argent, je ne sais pas si c'est 2 milliards, 3 milliards par an, on trouve un modèle financier, il y a des leviers, la fin des concessions autoroutières, les contrats, enfin la contribution au service public de l'électricité, sans doute d'autres recettes qu'on peut mobiliser pour les affecter, parce que la crise qu'on a connue des bonnets rouges, c'est parce que les recettes allaient dans le pot commun de l'État, et je pense qu'il faut que la recette soit affectée, c'est-à-dire qu'on garantisse à nos concitoyens que ce qui est pris sur la route et les automobilistes va à la route, et ça permettra également, je m'en voudrais de ne pas l'avoir évoqué, ça permettra au-delà des enjeux de route intelligente de massifier les usages, et c'est un enjeu qu'on a en commun avec les régions, avec les métropoles, parce que dans les routes de demain, il faudra mettre des cars express, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, et les cars express, ça veut dire des voies réservées, ça veut dire des gares routières, ça veut dire des investissements publics supplémentaires. Ok, donc ça c'est la voie que vous préconisez. Je vais passer la parole à la salle. Je vous passe le micro, mais juste je veux identifier la prochaine question, s'il vous plaît. D'accord, merci. Juste par rapport à ce que vient de dire le président du département de l'Essonne, je crois, il y a aussi des territoires ultramarins, la Guyane par exemple. Je ne sais pas s'il y a des... je les ai vus hier, ils sont venus sur le centre du CEREMA, où il n'y a pas de route. Où il n'y a pas de route. C'est Mayotte aussi, nous intervenons aussi à Mayotte, mais en Guyane, il n'y a pas de route. C'est-à-dire que pour aller à l'école, les enfants prennent la pirogue et le maillage territorial routier ne se fait pas. Donc, au-delà d'entretenir les routes, il faut déjà aussi, et c'est aussi une problématique qu'il faut gérer en commun avec l'État, il faut aussi les construire. Oui, mais on ne peut pas le faire sans penser aussi aux enjeux du monde changeant. Mais enfin, je voulais dire ça parce que aux accords de Paris, en France, enfin, dans notre pays, chez les ultramarins, il y a des endroits où il n'y a pas de route. Alors, une réaction ici, madame ? Oui, bonjour. Bonjour, je me lève, Marie-Christine Pinard, le maire de la commune de Saint-Hélin, dans les Côtes-d'Armor, population 1600 habitants. Alors, outre le problème des ponts, puisque moi j'ai eu la chance d'avoir un pont qui a été financé. Voilà, tout à fait. Financé, pas encore, mais bon, voilà. Et la deuxième question, c'était sur les routes. Vous parlez des routes départementales, vous parlez des routes nationales. Quid des routes au niveau des communes? Parce que les communes, nous avons des charges. Nous avons des charges sur nos routes communales qui sont de plus en plus abîmées par les tracteurs, vu que maintenant, c'est plus un petit tracteur, c'est des monstres qui passent sur les routes. Oui. Certaines routes sont prises par l'agglomération, mais d'autres restent à la charge des communes. Oui. Les subventions, c'est pas possible. Oui. Les coûts sont énormes et nous nous retrouvons à mettre des bouchons sur les nids de poules, mais quand il faut refaire une route, il faut attendre 2-3 ans. Alors, merci pour cette question. On en parlera précisément avec Madame Lemarec dans quelques instants, qui est maire d'une petite commune périurbaine et qui a aussi ce genre de questionnement. Monsieur, je prends plusieurs questions. Oui, bonjour, Christian Combe, maire délégué de Benassin dans la Vienne. J'ai une petite route communale que j'appelle route GPS, où tous les véhicules passent sur 2 km. J'ai compté au mois d'août le nombre de véhicules en 1 heure. C'était 128 véhicules par heure et en pleine nuit, 35 véhicules, dont des camions de 44 tonnes. Et je reconnais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Président, par rapport à l'usure de la route, elle a été refaite il y a 2 ans. Et là, demain après-midi, j'ai rendez-vous avec la communauté de communes pour voir quelles peuvent être les solutions pour que l'on puisse avoir quelque chose d'acceptable, parce que c'est les communautés de communes qui payent sans arrêt. Merci pour cette question sur les flux et le trafic, orienté en l'occurrence là par 1 ou 2 applis, parfois à mauvais escient. Et d'autres questions ?
Bonjour, Sylvie Sculot, maire de Vannes, près de Séné. Vous indiquiez tout à l'heure que pour finir un projet, il fallait que tout le monde mette la main à la poche. Et ça fait sans doute aussi partie du problème, et on est au cœur d'ailleurs de ce sujet, qui est que qui paye, et que pour boucler, il faut que, in fine, effectivement, communes et en particulier EPCI contribuent, et avec une dilution de qui porte réellement. Et cette problématique financière se double désormais d'une problématique d'hectares, puisqu'avec le ZAN, on devient farouchement économe et exigeant de la destination de ces hectares-là, et que dans la répartition, eh bien oui aussi, ça se tend sur cette question de qui met au pot sur les hectares qui contribuent. Et juste, alors là, pour le coup, plus une remarque par rapport au CEREMA, enfin, très belle administration héritière aussi de toute une grande administration d'État. J'ai, pour ma part, été étonnée, pour pas dire choquée, quand là, on était sur le trait de côte, rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Le CEREMA se positionnait comme un prestataire parmi d'autres d'études et donc à rémunérer. Vous êtes aussi, et ça fait partie sans doute du développement attendu et d'un nouveau mode de financement, payé pour, en tout cas, une partie de ce que vous faites aujourd'hui. Même si, par ailleurs, et je vous en suis reconnaissante, nous en sommes reconnaissants, je pense, vos guides méthodaux, tout ça, c'est vachement bien, mais pour des prestats, on doit maintenant payer. La question financière devient effectivement très forte sur tous les sujets. Bon, alors, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on a entendu. Je ne vais pas vous passer tout de suite la parole sur ces histoires. Peut-être on peut rebondir sur ces histoires de trafic, c'est-à-dire que... juste un point, c'est que les questions de nos collègues illustrent parfaitement les raisons du choix de ce forum. Vous avez posé les questions qu'on nous pose très régulièrement et qui expliquent le choix de ce forum. Alors, on continue à vous laisser vous exprimer, monsieur. Oui, bonjour, je suis Philippe Sonnet, je suis d'une petite commune dans la Haute-Garonne de 950 habitants. On est à côté de la Garonne et on a un canal qui traverse aussi, qui alimente des usines EDF. Et nous avons donc à notre charge 5 ponts, et notamment 3 sur le canal EDF. Et donc, dans un premier temps, comme ça alimente des champs qui ont été coupés par le canal, on voulait juste faire une étude de structure des ponts pour voir si les tracteurs pouvaient passer dessus sans faire de travaux. Et donc, on n'a bien sûr aucune solution de financement pour pouvoir faire les études. Donc, ça serait bien aussi de faire que les études, parce que pour pouvoir avoir un entretien de pont, c'est bien d'abord de faire une étude pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, le financement, je pense que le financement des études est aussi important que l'entretien. Sur l'importance du diagnostic, quelqu'un veut s'exprimer ? Bonjour à tous, Gérald Martinez, donc maire de Saint-Léger-les-Ménès dans les Hautes-Alpes. Donc petit village de 380 habitants, station de ski, 5000 lits touristiques, des routes qui sont relativement bien utilisées et beaucoup de routes communales. L'idée, on va dire, serait, dans le pire des cas, c'est d'enlever le goudron et de laisser directement le gravier et les gens se débrouillent pour arriver chez nous comme ils peuvent. Parce que, comme l'a dit la collègue tout à l'heure là-bas, ou les collègues qui sont ici, on n'a plus les moyens, nous aujourd'hui, de boucher et de faire en sorte d'entretenir les routes. Le gel, le froid, les différences de température. Avant, on avait du froid assez régulièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il fait 20 degrés. Demain, il fera moins 20. La pluie, le gel, la dégradation, elle est très importante aujourd'hui et ça va beaucoup plus vite. Voilà, il faut qu'on puisse desservir nos villages. Il y a les apports de camions pour amener donc de la nourriture, pour amener les bus qui circulent régulièrement. Je veux dire, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. J'ai bien entendu tout ce qui a été dit par le président du département. Le transfert de fonds n'a pas été fait de manière correcte. Les départements ont pris la responsabilité justement de pouvoir entretenir les routes. On est au plus près d'eux, c'est très bien, on peut discuter avec eux, c'est très bien, mais quand ils n'ont pas l'argent, c'est très difficile de pouvoir arriver à faire quelque chose. Et ils y mettent les moyens. Mais c'est énorme les moyens qui sont mis sur les routes. Je crois que les citoyens ne se rendent même pas compte des budgets qu'il y a. Entre le social et les routes, c'est fini, il n'y a plus d'argent dans le département. Que je veux dire, à un moment donné, il faut arriver à faire. Et sincèrement, moi je vous le dis, parce qu'on parle de développement durable, ainsi de suite. On n'arrive plus à entretenir les canaux au bord des routes. Il y a plus on n'arrive pas à faire le débroussaillage de manière correcte. Il faut attendre la floraison, il faut attendre les insectes. Nous sommes les premiers protecteurs de la nature. C'est notre gagne-pain, nous, en montagne. Mais à un moment donné, si on veut avoir quelque chose de correct pour pouvoir arriver à accueillir correctement les gens ou que notre population puisse arriver à vivre normalement, il faut qu'on puisse avoir un entretien régulier de tout ça.
Et tout ça, c'est très compliqué aujourd'hui avec les normes environnementales. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on raisonne et qu'on arrive à discuter tous ensemble sur tout ça, de manière à ce qu'on puisse avoir quelque chose de concret. La différence qu'il y a entre un urbain et un rural, c'est que les urbains, aujourd'hui, moi je vois pour les jeunes de mon département, tous les jeunes passent le permis de conduire parce que c'est obligé d'avoir un permis de conduire pour se déplacer. En ville, il n'y a personne qui les passe. Les gens ne le passent pas. Et c'est une obligation, sincèrement. Oui, c'est les routes. Il y a beaucoup de choses dans c'est les ce routes, que vous dites. Voilà. Et mais je voulais témoigner parce que urbain-rural. Non, mais c'est pas une fracture. Ne confondez pas. C'est pas une fracture du tout. C'est pas une opposition de texte non plus. C'est simplement un ensemble de choses. Il ne faut pas que ce soit l'urbain qui décide pour le rural et vice versa. C'est-à-dire qu'on doit discuter tous ensemble de manière à arriver à trouver quelque chose qui fonctionne. Et comme je vous l'ai dit, l'entretien de toutes les surfaces, que ce soit les côtés ou que ce soit les routes, est très important. Il va falloir qu'on discute réellement aussi là-dessus sur les budgets qui seront dédiés. Et quelles sont les instances où vous aimeriez être discuté en fait? On parlait d'assises de la route, on parlait de... Est-ce que peut-être répondre directement. D'abord, je me suis sans doute mal exprimé. Évidemment, le travail qu'on souhaite faire, c'est communes et départements. On est un vieux couple depuis la Révolution française et je pense qu'on a des intérêts communs et que c'est évidemment communes et départements qui doivent, au travers de ces assises de la route, trouver les modalités de financement et que les financements aillent aussi bien aux communes qu'aux départements. Dire évidemment que les départements, sur chacun des territoires, travaillent avec les communes, subventionnent et que les difficultés vécues aujourd'hui par les départements sur les droits de mutation, puisqu'on a une chute de nos recettes, peuvent avoir un impact sur les communes. Et il faut, et je me permets d'alerter les maires présents en leur disant aidez vos départements, parce que si les départements n'ont plus les moyens, il y aura des répercussions évidemment chez vous. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est qu'au-delà de l'outil financier qu'on doit trouver, je pense que départements et CEREMA peuvent, à l'échelle territoriale, avoir recréé des sortes d'agences techniques territoriales qui étaient les anciennes DDE, parce que les communes n'ont pas, y compris les moyens de faire des études sur leurs ouvrages d'art. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont d'ores et déjà créé ces agences techniques territoriales pour recréer en quelque sorte les DDE et venir en soutien aux communes lorsqu'elles en ont besoin, en appui du CEREMA. Merci. Bonjour, Monsieur Vinatier Christophe, maire de Benon, une petite commune de 1900 habitants en Charente-Maritime. Je vais rejoindre le collègue qui vient de parler un instant. Nous, on a deux problématiques auxquelles on est confronté actuellement par rapport aux réfections de voirie. Un problème administratif, tout d'abord, et conjointement, un problème financier, mais qui est général, je pense, à l'ensemble des petites communes rurales en France. Problème administratif sur des routes départementales, environ 4 km de réfection à devoir faire là, tout de suite, maintenant. Pourquoi problème administratif? Puisque à partir du moment où le dossier va commencer à être lancé au niveau de l'étude, la réalisation des travaux ne se fera qu'à N+5. Sauf que la réfection des routes, de la voirie, elle est assez urgente, elle doit être faite maintenant. Voilà, donc déjà savoir cette première problématique, s'il y a possibilité d'écourter tous ces délais administratifs qui sont relativement longs. Sur le plan de la simplification, je pense qu'on en parlera pas mal avec Sylvain Laval, parce que je pense qu'il a pas mal de choses à dire là-dessus. On y reviendra. Et la deuxième chose, au niveau financier, donc la question épineuse est très importante. Ma commune, c'est un budget global d'1,5 million. 4 km de route départementale à rénover, à 1 000 € du mètre, on est à 4 millions. Avec un reste à charge à la commune de 40%. Il y a seulement 60% d'aide de la part du département. Quid, pas de possibilité de faire les réfections en une seule fois. Merci beaucoup. Effectivement, vous venez de le dire. Du coup, la variable d'ajustement, c'est le temps. Et alors que vous avez besoin d'une réflexion immédiate. Je vous propose de enchaîner, passer à la deuxième table ronde. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire et du coup, je referai un temps d'échange et de questions-réponses. Mais comme on empiète un peu sur les sujets de la deuxième table ronde, allons-y. C'est une belle transition. Donc, sur cette deuxième table ronde, finalement, comment fait-on dans ce contexte, hein, vous l'avez tous dit, et merci de le reposer avec vos témoignages aussi.
comment fait-on pour aller vers, appliquer en tout cas le cadre de la planification écologique, déployer les moyens de les mobilités décarbonées, comment on adapte la route aux nouveaux usages, si tant est qu'il est possible de l'adapter. Le maire est toujours au cœur de ces démarches. Pour en parler, eh bien, l'État, vous avez mentionné depuis le début de cette matinée, nous aurons Thierry Coquille qui pourra parler pour lui, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, donc DGITM. Sylvain Laval, qui est maire de Saint-Martin, je vous l'ai présenté, et qui participera aussi à cette table ronde. La région n'a pas pu se joindre et a décliné, pas décliné, excusez-moi, mais ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Et Clémentine Lemarec, maire de Bénouville, qui a réussi à mobiliser des fonds justement avec ses moyens et peut-être en refaisant un petit peu différemment. Ça sera intéressant de creuser avec elle. D'abord, je vous passe la parole, Monsieur Coquille, pour recomprendre finalement où en est l'état de ces réflexions. Vous travaillez notamment avec le Conseil d'orientation des infrastructures. Donc, quel est l'état d'esprit? Quelle est la logique actuelle? Qu'est-ce qu'on peut dire du scénario retenu? Dans quel état d'esprit, oui, est l'État? Alors, je vais quand même me permettre peut-être de poursuivre un tout petit peu le débat, d'abord qui est très intéressant, et je pense qu'il met en lumière le fait que la route est peut-être un peu un des impensés de nos politiques. Je pense qu'on a tous une forme de responsabilité là-dedans. Moi, ce qui me frappe sur la question routière, c'est qu'il y a une forme d'invisibilité, en réalité, de ce sujet. On utilise tous des routes, c'est quelque chose qui est assez simple, y compris pour nos agents de la route. Moi qui ai des agents de la route, ils me disent tout le temps, on a l'impression que les gens passent en voiture à 80, à 100, à 120 à côté de nous, ils ne nous voient pas. Et comme si le fait d'être en orange ne suffit pas à ce qu'ils nous voient, ils nous frôlent et quelquefois, d'ailleurs, ils nous blessent. Et qu'on a tous, je pense collectivement, cette responsabilité d'avoir conscience qu'on est tous en France, quelque part, propriétaires de 20 mètres de route. C'est le calcul que je faisais à peu près. 20 mètres de route, c'est beaucoup. Hein. C'est plus grand que notre appartement ou notre maison. Et donc, on a un patrimoine, effectivement, qui est colossal. Et on est tous actionnaires, quelque part, d'un petit morceau de route. Et que cette responsabilité, elle est importante. Je pense qu'on ne l'a pas complètement intégrée. Et en réalité, quand on se regarde depuis 30 ou 40 ans ce qui s'est passé sur la route, c'est que le coût de la route, le coût de l'usage de la route pour ceux qui prennent leur voiture a diminué. C'est pas facile à dire, mais c'est la réalité. Rapporté au SMIC, à ce qu'était le revenu des uns et des autres, en fait, c'est moins cher aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en gros, dans les années 70, pour faire 100 km, ça coûtait deux fois plus cher par rapport à ce qu'on gagnait qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, c'est moins cher, rapporté à ce qu'on gagne, de faire 100 km. On n'a pas ça dans la tête, hein. Mais la réalité, c'est ça. Vous comparez un budget à un revenu moyen. C'est-à-dire que par rapport à un revenu moyen, le Français des années 70 mettait beaucoup plus d'argent, en fait, dans ses déplacements. Et que le développement, il y a 2 fois plus de trafic sur nos infrastructures, en gros, et que les financements qui ont été mis en place là-dessus, eux, ils n'ont pas doublé globalement pour le maintien des infrastructures. Notamment les communes ou les autres, quand il y a eu les départements, quand il y a eu les transferts d'un certain nombre de routes, la DGF, elle a été établie à un certain niveau, et puis en fait, le trafic a continué, la dégradation, je dirais, des infrastructures a continué. Dans certains territoires, en plus, il y a moins de population. Enfin bon, donc il y a des enjeux de financement. Mais j'insiste sur le fait que on n'a pas collectivement, je pense, conscience de ce que coûtent les choses. Et effectivement, moi, la démarche qui est faite là de dire il faut repenser tout ça et remettre finalement le coût des choses et voir comment on le prend en compte, ça me paraît essentiel. L'autre chose, c'est de dire que moi, au niveau de l'État, j'ai le même problème. C'est-à-dire que certes, je ne gère plus que 20 000 km de route, c'est quand même un tiers des déplacements. Hein. C'est-à-dire que en termes de trafic, certes, c'est peu de route, mais c'est un tiers des déplacements. Et que c'est vrai que c'est très concentré, les routes d'Île-de-France, vous imaginez le trafic qu'il y a dessus. Mais donc, le sujet, on le partage, en fait. Et nous, on voit bien que notre priorité, c'est la régénération et le maintien en état des infrastructures. Et ça, je pense que moi, je l'ai entendu partout. Évidemment, il faut les maintenir en état. La question du développement, c'est plus trop le sujet. Le vrai sujet, c'est comment on maintient tout ça, comment on évite la ruine. Et par rapport à ce que j'entendais, il y a plusieurs sous-sujets. En fait, il y en a un qui est quelle est l'ingénierie
qu'on a pour le faire. Ça a beaucoup tourné autour de ça. Là-dessus, il y a plein de réponses possibles. J'entends que l'État est appelé à aider en ingénierie. Je ne dis pas non, mais ça repose la question de la libre administration des collectivités. Et il y a aussi un équilibre à trouver là-dedans. C'est-à-dire que si l'État devient le prescripteur de faites ceci, faites cela, et puis ensuite les collectivités qui doivent faire Je pense qu'on parlait simplement de financement d'études, là. On ne parlait pas pose question. de conseils en lui-même. La question des agences techniques me semble effectivement une bonne réponse. Le sujet... que le CEREMA se positionne là-dessus, moi je suis pour aussi, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui soit neutre en fait, et quelqu'un qui suive les ouvrages dans la durée. En tout cas, je suis tout à fait conscient que les bureaux d'études font mal ce diagnostic. C'est évidemment, ils ont une tendance à avoir une vision un peu courte. Bon, ce sujet de l'ingénierie, il est fondamental, et je pense qu'il faut qu'on continue de voir ensemble comment, finalement, le désengagement de l'État, parce que dans la durée, il a existé, c'est-à-dire qu'il y avait une autre organisation, effectivement, il y a 30 ou 40 ans, comment on fait en sorte que ces ouvrages soient suivis. Il y a la question du modèle financier, on en a parlé avec la fiscalité. Il y a la question des catastrophes, et on en aura de plus en plus. L'adaptation au changement climatique, il y en aura d'autres. Alors, ça pose la question du dimensionnement des ouvrages. Et de tout temps, on n'a pas dimensionné les ouvrages non plus de façon trop grande parce que ça coûte cher. Oui, du dimensionnement et même de la recomposition. Enfin, encore après, de remonter d'un cran sur où je mets mon pont. Ça pose une question, j'étais intéressé de l'entendre, du numérique et de la route, parce qu'effectivement, il y a tout un champ nouveau, là, numérique et route, et qui va nous amener à des nouveaux investissements et effectivement des problèmes d'usage des routes. Et ça pose les questions qui ont été aussi exposées de complexification des études. C'est vrai, mais alors moi là-dessus, j'ai une position assez claire. Oui, c'est complexe, et oui, ça va continuer de l'être, parce qu'on ne pourra pas prendre en compte les enjeux écologiques si on n'admet pas cette complexité. Et que relever les défis écologiques qui sont devant nous, c'est aussi admettre que c'est complexe. Parce que ne pas être complexe, c'est finalement ne pas voir les choses, et que ce n'est pas la réponse. Par contre, il faut anticiper, il faut de l'ingénierie, ça coûte, et il faut être capable de financer tout ça. Oui, et ça pose la question de comment on prend les décisions dans un monde complexe. On a commencé à le voir ça et là, et les arbitrages en faveur de quoi vous parlez de régénération de la route. Vous m'aviez même dit modernisation, parce que, par exemple, si on refait des routes, mais qu'elles sont aussi qu'on ne change pas le système de goudron. Enfin, je sais que le département travaille aussi à des nouvelles façons de goudronner la surface et tout ça, ça rentre en compte aussi. Et faire des routes peut-être plus écologiques pour le milieu environnement, parce que vous me parliez de ruissellement, de pollution des eaux. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste des façons de faire autrement, ou est-ce que ça coûte aussi plus cher? On en revient toujours là, je ne sais pas. En tout cas, quand je regarde, moi, les routes dont je m'occupe, je vois bien que ça a beaucoup progressé depuis 20-30 ans, et je suis certain que dans les départements c'est pareil, dans les collectivités, dans les communes c'est pareil. Chacun essaye de faire au mieux finalement pour effectivement réduire les impacts, etc. Je pense qu'il faut qu'on continue, qu'on réduise ce clivage de la route c'est bien ou c'est pas bien. Ça n'a aucun sens en fait. Bien sûr que les routes sont là, tout le monde continuera d'utiliser des routes effectivement très largement, et il faut qu'on invente une forme de nouvelle politique des mobilités routières qui dépasse d'abord, encore une fois, ce clivage bien ou pas bien, qui fasse qu'on réduise ces impacts, qu'on repense la question des usages des routes, parce que effectivement, peut-être demain, on n'utilisera pas exactement les routes comme hier, il y aura peut-être plus de cars express, il y aura peut-être plus de covoiturage, il y aura peut-être plus de vélos, il y en a déjà plus. Bon, bref, il y a des nouveaux usages, il y aura plus de voitures électriques, ça c'est certain, donc il faut des bornes. Justement, comment on adapte pour ces nouveaux usages dont vous parlez? Je vous propose de repartir sur le terrain avec un exemple concret dans la ville, petite ville peut-être, de Bénouville, donc commune typique finalement de la banlieue périurbaine de Caen, 2000 habitants. Qui appartient à la communauté de communes de Caen-la-Mer. Donc vous êtes en deuxième couronne, et comme beaucoup de communes, les habitants sont plutôt dépendants à la voiture. Les trajets vont, c'est pas étonnant, vers la ville-centre. J'imagine que ce sont des trajets pendulaires. Vous construisez un nouveau quartier d'habitat-commerce, un quartier mixte, une zone ZAC, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Comment vous adaptez, avec Clémentine Lemarec, l'infrastructure existante, si on est dans cette optique-là, aux nécessaires mobilités douces et en vue de la neutralité carbone, si tant est que l'adaptation est possible? Oui, elle n'est pas possible partout. Mais c'est vrai que quand on est arrivé en 2020, on a eu la volonté d'élaborer, comme beaucoup de communes,
voilà, elle a un schéma cyclable, de vélo le plus complet possible sur la commune. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'on s'est heurté aux collectivités qui ont la compétence, donc les départements, le PCI, la commune, mais qui ne se coordonnent pas du tout dans l'exercice de cette compétence-là. Donc finalement, nous, petites collectivités de 2200 habitants, on doit finalement se débrouiller seul, faire seul. Donc quand on crée un nouveau quartier comme ça d'habitat, c'est finalement assez simple, c'est un terrain de jeu qui est assez facile, c'est-à-dire que là... Donc là, c'est le nouveau quartier qu'on a créé. On a pensé les mobilités du quotidien, donc une voie verte structurante pour vraiment le trajet domicile-travail, parce qu'on a la chance à Bénouville et puis plus largement à Caen-la-Mer d'être structuré par une voie verte qui est le canal qui relie... Caen à la mer, Caen à Ouistreham. Donc pour le coup. Et donc qui dit voie verte dit aussi région. C'est vrai qu'on voit là encore de nouvelles couches de responsabilité, de nouvelles strates qui s'additionnent. Et donc envers le trajet vraiment du quotidien, et puis aussi penser le trajet vélo un peu plus loisir, parce qu'on n'est pas tous des grands cyclistes, on n'a pas tous la possibilité de se rendre au travail en vélo. Donc penser cette double usage, et puis se dire que j'entendais des collègues le dire, mais aujourd'hui, on n'a pas la capacité financière et technique de faire, mais peut-être que demain, on pourra. Donc, dans ce projet, déjà positionner un merlon paysager qui nous permettra, d'ici 5, 10, 15 ans, d'accueillir une future passerelle piétonne cyclable pour relier les communes avoisinantes. Parce que oui, c'est intéressant. C'est se dire ne pas prendre des décisions aujourd'hui qui bloqueraient peut-être une volonté de moyen terme. Et laisser la possibilité d'aller dans la direction que vous choisissez, mais sans fermer de porte. Préparer l'aménagement urbain de demain, parce que pour le coup, et ça parfois les villes-centres ont du mal à le comprendre, mais on va aussi vers les communes voisines. On n'est pas forcément toujours tourné vers la ville-centre pour nos loisirs, pour les pratiques sportives, pour l'éducation. Enfin voilà, moi là, c'est la commune de Bénouville que vous voyez à l'écran. Juste à côté, c'est la commune de Blainville-sur-Orne où nos collégiens vont au collège et vont pratiquer beaucoup d'activités sportives. Et pour le coup, la sécurisation de ce trajet cyclable, il est complètement absent. Et là, moi, je fais face à un département qui me dit que finalement, les collégiens, ils vont très peu en vélo au collège, alors que c'est vraiment un enjeu de sécurisation et de trajet du quotidien. Et puis c'est aussi la question de l'infrastructure avant le trafic, ou le trafic avant de construire l'infrastructure. C'est tout un problème dans le développement des mobilités douces, c'est-à-dire que si c'est pas sécurisé, les gens prendront jamais leur vélo ou leur pied pour y aller. C'est ça, c'est à nous, moi je considère que c'est à nous, collectivités publiques, de mettre l'ouvrage pour les futurs usages. Et puis pour le coup, alors moi c'est un engagement qu'on a pris avec mon équipe municipale, mais souvenez-vous quand même qu'on a des objectifs fixés par la COP21 où on doit diminuer les émissions de CO2, on doit les réduire de plus de 42% avant 2030. Et c'est vrai que si même la plus petite commune ne s'empare pas du sujet, qui le fera, quoi. Oui, mais merci de rappeler que tout ce qui est engagements nationaux, ça passe par une addition de contributions territoriales et qui démarre par effectivement les communes de toute taille. Vous voulez réagir, Monsieur Cuillerier ? Oui, juste pour conforter votre position d'imaginer l'avenir, l'exemple de ma commune et de la commune voisine, on a construit ensemble 10 km de pistes cyclables. Un nouveau collège a été construit par le département en 2013. Au début, on a fait un garage de 80 places à vélo. On l'a doublé, 150, et aujourd'hui, on a 200 collégiens qui utilisent le vélo. Alors, quand on vous répond qu'on n'utilisera pas le vélo, prenez mon exemple. Oui, il y a cet effet d'appel d'air, évidemment. Il y a un vrai appel d'air parce que c'est des pistes cyclables en site propre et qui sont sécurisées. Mais on anticipe déjà sur le point info qui suit. Mais ayez confiance dans ce domaine, ça marche. Merci, Monsieur Cuillerier. Une réaction de Marie-Claude Jarraud. Après, je passe la parole à Sylvain Laval et ensuite, nous passerons aux questions.
Je voulais juste répondre à Madame le maire qui a interpellé le CEREMA par rapport à la gratuité. Alors, le CEREMA, c'est un établissement public national, un établissement public local, donc tiers de confiance pour conduire les diagnostics et toute l'ingénierie en amont des projets, notamment, mais c'est aussi une entité qui doit avoir un budget équilibré. Alors, même si nous avons une dotation de l'État de environ 240 millions d'euros, il y a 2400 agents, 2400 ingénieurs techniciens qui travaillent au CEREMA. Il faut bien, par rapport à toutes les sollicitations, que nous puissions équilibrer notre budget. Et c'est vrai que nous facturons les prestations aux collectivités territoriales dans un cadre qui est beaucoup plus fluide, puisque maintenant, vous pouvez nous solliciter hors marché public. Voilà. Mais ce qui lie les collectivités territoriales au CEREMA, c'est la confiance comme à l'État, c'est la confiance, c'est l'ingénierie et le maillage des compétences au niveau national. Voilà, madame, ce que je voulais vous dire, et on pourra, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, mais l'État nous confie des missions et pour lesquelles le programme Pont en est l'exemple, et vous avez bénéficié, d'ingénierie et de diagnostic sur les ponts gratuit. Alors, voilà. je voudrais, on est encore en train, madame, non, on est encore et toujours en train de parler de sous parce que c'est le sujet. On parle de sous et de montage financier. Il ne faut pas oublier les visions, mais c'est sûr que les sous sont juste derrière. Donc je reviens sur la passerelle de Bénouville parce que je pense que vous avez cherché à mixer vos financements pour justement pouvoir avoir les moyens de votre vision. Qu'est-ce que vous avez proposé sur cette passerelle qui coûte 1 million d'euros, je crois, ça coûte un tout petit peu plus d'1 million d'euros et on a une difficulté, c'est qu'on n'a pas la même altimétrie entre les deux communes et on surplombe une départementale qui commence à être de plus en plus empruntée parce que forcément on urbanise tous nos communes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a positionné, qu'on a modifié nos documents d'urbanisme et qu'on est allé finalement à la pêche au financement parce que je considère que c'est pas non plus qu'aux acteurs publics de financer ce type d'ouvrage. Et puis, parfois, il y a l'alignement des planètes. Et pour le coup, nous, on a une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté de chaque côté de cette route départementale. Donc, vous avez demandé en fait aux professionnels qui s'installaient en tant que commerçants de participer. Il y a deux choses. Il y a les subventions d'équipement, donc chaque aménageur de chaque côté, donc à peu près fléché à hauteur de 20%. On a la chance d'avoir deux gros commerçants, comme vous venez de le dire, donc Super U d'un côté et les pépinières botaniques de l'autre, qui sont aussi très intéressés par ce flux d'usagers et de visiteurs potentiels. On a aussi donc les deux aménageurs, nous, et puis forcément le département, et puis l'État, parce que c'est au titre de nombreux fonds. Pour le coup, commune de Bénouville seule ou commune de Blainville-sur-Rhône seule, 1 million d'euros, c'est pas possible. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est la même situation que Goya. C'est encore dans l'idée de on essaye de faire avec des moyens qui sont forcément alors justement, si on élargit un petit peu le débat à, par exemple, la consommation d'espace aussi, parce que là, c'est un terrain de 12 hectares, donc vous avez dit, voilà, on est venu sur des terres agricoles, autant les consommer de façon intelligente aussi en changeant les façons de se déplacer. Mais justement, Sylvain Laval, c'est quoi? Comment on peut refaire bien le lien entre Loisanne et puis route? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le sujet? Le sujet, déjà, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis majeurs de repenser nos manières de nous déplacer. Et donc, ça nécessite à la fois des services nouveaux, des aménagements à réadapter, à repenser, même parfois à créer. Et c'est un peu tout ça qu'on entend depuis ce matin. C'est que, bien sûr, il faut des recettes, mais il faut faire des choses. Comment on le fait, comment on s'organise et comment on l'articule avec l'ensemble des enjeux. Vous faites état du ZAN qui pourrait occuper des heures et des heures les débats dans cette salle. Et je crois
qu'il les occupe déjà depuis un moment et ça va continuer. Mais effectivement, quand on est sur des infrastructures de mobilité, par exemple construire des pistes cyclables, réaménager des axes routiers pour le bus, construire du transport collectif comme du tramway, etc. Évidemment, c'est une forme aussi d'artificialisation. Et donc, il y a un enjeu de savoir si ce type d'aménagement, qui est des aménagements d'intérêt généraux, qui vont quand même apporter des avantages sur le plan de la transition environnementale, ne peuvent pas aussi être considérés à leur juste égard dans cette démarche globale. Je crois qu'il ne s'agit pas d'opposer ne pas être comptable mathématique, mais en tout cas une prise en compte à avoir dans ces réflexions et qui me paraît indispensable. Mais ce que je retiens aussi des discussions que nous avons ce matin, c'est que oui, il y a un enjeu financier, il est majeur, mais il y a aussi un enjeu d'organisation. La question, c'est aussi qui fait quoi, puisque, disons un petit peu les choses clairement, tout le monde ne peut pas tout faire. Surtout, il y a une question de lisibilité, de clarification qui est nécessaire et sur laquelle, je crois, les débats qui sont annoncés par le gouvernement pourraient être intéressants. Sur repenser la décentralisation, c'est aussi repenser qui fait quoi et comment cela est-il fait. Et quand on entend la question, par exemple, des aménagements cyclables ou des voiries, c'est très éclairant. Et il y a une histoire dans notre pays, il y a les routes nationales, les routes départementales et puis le reste pour les communes. On a trouvé quand même le moyen au fil du temps de venir, sous prétexte de décentraliser, surtout pour se décharger, de donner des possibilités facultatives, non obligatoires à certains. Et voilà que maintenant on apprend, alors que ça a été très bien démontré, qu'il y a un besoin de flécher des recettes pour savoir qui fait quoi, que potentiellement aujourd'hui les régions pourraient gérer des parties de routes nationales. Alors qu'on a bien vu dans le débat de ce matin que ce n'est pas son cœur de métier. Il y a une histoire sur les départements, il y a une histoire sur l'État, il y a des enjeux d'axe et de continuité. Nous nous retrouvons dans des situations où il y a des tronçons qui sont coupés par morceaux, avec des gens qui interviennent parce qu'ils en ont la volonté, les moyens à un moment, mais pas forcément les voisins qui sont de l'autre côté de la section suivante. Et donc, on va avoir des problèmes de continuité, d'aménagement. Et ça ramène à cette question aussi des communes, et notamment des petites communes, comme ça a été très bien évoqué par les collègues, qui ne peuvent pas se retrouver seules à gérer des enjeux de voirie, de raménagement de pistes cyclables, de développement des transports, etc. Et donc, il faut aussi que dans ces débats, nous clarifions les choses. Et il faut assumer de dire qu'il y a des pilotes sur un certain nombre de sujets qui devront avoir les moyens pour fonctionner. Et il y a un échelon dans le bloc local, et j'en finis là, il y a un échelon dans le bloc local qui paraît pertinent, c'est quand même l'échelon intercommunal, puisque l'intercommunal, c'est quand même de se rassembler, de se regrouper, de mutualiser pour agir dans l'intérêt des communes. Et je crois que cette question, elle doit aussi être travaillée avec des ressources affectées, avec une clarification. Nous savons que les départements auront un rôle à jouer. La région a des compétences de mobilité, mais à une échelle beaucoup plus macro. Et bien sûr, l'État, je le dis aussi, doit garder des prérogatives d'intérêt national sur des logiques d'axe. Et je crois que nous gagnerons vraiment à avoir de la clarification. C'est aussi une des réponses qui sera nécessaire pour bien affecter les financements. Merci. On retient de votre intervention le qui fait quoi. Je dois passer la parole à la salle, Madame Géraud. Mais l'importance des schémas directeurs pour construire les financements. Oui, et les schémas directeurs, on doit les faire tous ensemble, enfin, au moins au niveau intercommunal, si ce n'est plus. Et les autorités, les AOM aussi, tout ça, l'échelon. Alors justement, exprimez-vous, posez vos questions, repartez avec les réponses dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Je me présente Axel Lambert de la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc, il est question du vélo, donc je me permets d'intervenir. Juste une petite remarque pour notre fédération. On a des objectifs nationaux ambitieux sur la question du vélo, et nous, on y souscrit pleinement. On voit très bien que pour les collectivités, ça a un coût. Bien aménager, créer de l'aménagement, une voie verte. Et je vous remercie pour cet exemple de Bénouville avec la création de cette voie verte. Nous, on pense que, notamment dans le secteur rural et périurbain, il y a des solutions économes qui permettent de réaffecter de la voirie. On a un réseau très très dense de communales, de départementales, qui parfois font doublon avec des nationales. Pourquoi ne pas le réemployer pour en faire des itinéraires cyclables à peu de frais. Et, ça se fait déjà, déclasser une toute petite route exactement. Sur un tronçon de 2 km, c'est ça? Exactement. On pense vraiment que l'option du plan de circulation est un enjeu pour le développement de la pratique du vélo. À peu de frais, on peut faire des choses. Et on a fait une petite note de position sur la question que vous pouvez retrouver juste sur le promontoire. À la sortie d'accord. Ok, merci. Vous avez raison de rappeler la densité aussi du maillage existant. Merci. D'autres questions, d'autres réactions? Non, je vais passer la parole là aussi à d'autres personnes qui n'ont pas encore
pu parler. Je reviens vers vous dès que je peux. Bonjour, donc je suis Gilbert Femet, maire adjoint d'une commune de l'Isère, donc 8000 habitants. Je voudrais juste attirer l'attention, c'est les routes aujourd'hui, on parle des routes de surface. Et c'est vrai que quand on est maire, on aime bien que c'est valorisé pour la piste cyclable et tout ça. Mais moi, ce que je déplore, c'est que la route, elle est multi-usage. C'est-à-dire qu'il y a des travaux anarchiques de la fibre. Alors, actuellement, nous, c'est ce qu'on est touché par ça. Ah oui. Chacun fait sa tranchée. Enfin, il n'y a aucune, on va dire, coordination, on pourrait dire comme ça, et je ne vous parle pas des travaux finis. On a l'exemple, c'est qu'on a refait une route dernièrement, elle est défoncée. Elle a été défoncée. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, on appelle les réseaux secs et réseaux humides. Quand on refait aujourd'hui les réseaux secs et réseaux humides, on vous dit, attention, mais le réseau humide, c'est de l'amiante, il faut creuser à côté, c'est pas possible de réparer. C'est ça aussi la problématique. C'est-à-dire que la belle route qu'on avait, finalement, très vite, elle est dégradée. On a toujours une longueur de retard. Et enfin, pour finir, pour les vélos, on a un collège, on s'aperçoit qu'on a bien fait une piste cyclable, elle était agréable, elle est agréable. Cependant, il y a un problème, c'est les trottinettes. Les trottinettes, on les fait passer où dans tout ça? Moi, je ne suis pas pour ni contre, je ne sais rien. C'est un nouveau mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ces trottinettes, c'est une anarchie complète aussi. Et quand on dit que c'est des jeunes, mais pas que. Merci, merci beaucoup. Ça élargit encore le débat. Ça donne encore plus de complexité. Mais merci de nous faire prendre conscience de ces réalités, de réseaux techniques et d'usages auxquels on ne pense pas forcément de prime abord. À qui j'ai dit que je donnais la parole? Oui. Bonjour, Denis Brun, donc Castelnau d'Estratefond, c'est près de Toulouse. Alors, on a la chance d'avoir une gare sur la ligne Toulouse-Montauban. Donc, on a un projet aussi de plateforme d'échange multimodal. Donc, on est dans l'air du temps, tout va bien. Sauf qu'on fait une étude ambitieuse sur la PEM, une étude urbaine associée. Et voilà, maintenant, on commence à avoir les premiers scénarios qui tombent. Donc, il va falloir créer de la voirie. Il va falloir, si on veut être ambitieux, créer un parking relais à étage. Il va falloir donc créer des pistes cyclables, tout ça. Bon, donc ça veut dire qu'on va atteindre la loi de sobriété foncière, la ZAN, puisque comment on va faire à ces nouvelles voiries? On additionne les chiffres, on est à plus de 40 millions d'euros d'infrastructures. Donc là, aujourd'hui, pour une commune, alors je ne vous l'ai pas dit, on est 6500, 7000 habitants. Ça interpelle aussi. Même 50%, on ne pourra pas le prendre en charge. Alors, c'est de la voie ferrée, région, c'est de la route département. L'État nous aide, il n'y a pas de souci dans la coordination. Mais quelle question ça vous fait formuler, ça, ce constat? C'est que d'abord, il faudrait simplifier les choses. Il faudrait un pilote de projet pour simplifier tout ça et aider, si on veut vraiment que les gens prennent les moyens alternatifs, il faut aider les communes. Merci pour ces deux réactions. Clémentine Lemarec, vous répondez? Oui, bah moi je partage le même constat. Et puis moi je suis arrivée en 2020 sur un projet de rénovation de voirie qui nous est tombé dessus comme ça. Et c'est vrai qu'avec mon adjoint aux travaux qui est dans la salle, on s'est un petit peu bataillé pour s'assurer que l'ensemble des acteurs passent bien sur la route pour pas revenir dans 2, 3 ou 4 ans alors que vous avez un tapis qui est parfait. Et pour le coup, cette rénovation de voirie nous a permis de créer une zone partagée. Et plutôt que, parce que voilà, je pense qu'on est nombreux à avoir des voiries pas assez, et des rues pas assez larges pour avoir la piste cyclable, le tapis et le trottoir. Donc pour le coup, c'est dur. Hein, ça fait 2 ans qu'elle est en voie partagée, donc 20 km/h où la voiture est reléguée au 3e plan. Donc c'est bien le piéton, le cyclable et ensuite la voiture. Les usages sont un petit peu complexes au début, mais moi je pense que c'est comme ça que les communes vont s'en sortir pour pouvoir créer ces pistes cyclables, pour pouvoir créer ces nouvelles interactions et puis ces nouveaux usages. Finalement, la route où on arrive à 80 km/h, c'est fini, quoi. Oui, repenser la place de la voiture parmi les autres modes de mobilité, et notamment en ville. Madame, une question? Oui, bonjour à tous. Patricia Rochès, maire de Corin, près de Saint-Flour, dans le Cantal, sur la 75. J'en profite, j'ai 2 sujets. Le premier, je reviens sur la remarque de tout à l'heure de la DGITM concernant le ruissellement des pollutions des eaux.
Sur la 75, c'est un vrai sujet, puisqu'il n'y a pas de bassin de rétention. Les hydrocarbures partent d'ailleurs dans la nature. Il y a une partie de cette voie qui est aménagée, mais toute la partie Cantal, Haute-Loire, pas du tout. Donc c'est un vrai sujet. Et le deuxième sujet, j'aimerais bien avoir aussi un retour de la DGITM sur ce point, c'est l'autre grand mode de mobilité qui est le train. Et là aussi, l'infrastructure est dans un état qu'on connaît. Donc il y a un vrai sujet sur comment aussi on travaille la route avec le train. Ces dernières années, on a beaucoup parlé notamment du train des primeurs de Perpignan à Rungis, qui montre à quel point un nombre de tonnes important, 350 tonnes par jour, je crois, a été donc acheminé par le train et pas par la route. Donc des poids lourds qui abîment nos infrastructures de manière rapide. Donc comment est-ce qu'on lie ces deux grands modes de mobilité, qui va avec le vélo aussi, pour faire en sorte que les deux ne soient pas mis en opposition, comme c'est trop souvent le cas. Merci pour cette question, Monsieur Coquille. Alors vous avez complètement raison, les réseaux routiers, les nôtres et sûrement ceux des autres aussi, ne sont pas actualisés par rapport aux normes, évidemment, aux exigences auxquelles on voudrait les porter. C'est vrai que la majorité du réseau de l'État n'a pas de bassin effectivement de rétention. C'est vrai que les eaux finissent dans les différents cours d'eau et qu'il faut qu'on traite tout ça. C'est ce que, en fait, nous, on appelle la modernisation. Pour la première fois, cette année, seulement cette année, on a un budget modernisation. C'est la première fois dans notre histoire. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais ça montre à quel point on est en retard. Enfin, le budget des routes nationales non concédées, c'est 900 millions d'euros par an, à peu près. C'est beaucoup, mais bon, encore une fois, c'est un tiers avec le concédé, c'est un tiers du trafic. Mais sur ces 900 millions d'euros par an, pour la première fois, cette année, on en a mis 40 pour, effectivement, de la mise aux normes du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement traiter l'eau, ça veut dire traiter les passages pour la faune, ça veut dire aussi des murs anti-bruit, parce que là-dessus non plus, on n'est pas du tout au rendez-vous. Bon, bref, il faut qu'on mette à niveau notre réseau. Ça veut dire aussi des aires de covoiturage. Enfin bref, il y a beaucoup d'adaptations et on en est conscient. Le train, évidemment, pour nous, c'est complémentaire. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, y compris quand on parlait tout à l'heure de Car Express. Nous, on pense que ce n'est pas parce qu'on va créer une ligne de Car Express que c'est une attaque contre le train. Non, ce qui est important, c'est que, j'insiste, on est dans un pays, et pas que le nôtre, où le prix des transports est bien plus faible que ce qu'il devrait être, et qu'en réalité, on ne tiendra pas avec ce niveau de prix de transport, il va augmenter. On peut se raconter ça d'une façon ou d'une autre, soit qu'on le payera en impôts, soit qu'on le payera en péage ou je ne sais comment, mais ça va augmenter. Les carburants, l'électricité, ça va augmenter. Et donc il faut qu'on ait, et ça c'est vraiment un changement de mentalité et d'acceptation que ce qu'on a devant nous, c'est que les 40 dernières années d'un transport pas cher, ça ne pourra pas continuer pour tout un ensemble de raisons. Et donc il faut qu'on se prépare au fait que ça va augmenter. On ne pourra pas venir faire en sorte chaque année que le prix de l'essence n'augmente pas. Ça n'est pas possible. Ça augmentera à un moment ou à un autre. Et donc là-dessus, évidemment, de faire du vélo quand on le peut, c'est très bien. De prendre l'autocar quand on le peut, c'est très bien. De prendre le train quand on le peut, c'est très bien. Et puis d'avoir des voitures plus petites. Et puis de revenir à des choses sans doute plus sobres dans nos comportements de déplacement. Oui, et puis aussi peut-être avoir des politiques aussi de prix de train plus attractifs, parce que je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup... C'est ce que disait, oui, c'est l'organisation dont parlait Sylvain Laval aussi. Monsieur, une ou deux dernières questions, courtes s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis le maire d'une petite commune de 600 habitants dans le Marais Poitevin. Ce que je voudrais dire, je vais essayer d'être court, je vais essayer. C'est que, d'une part, moi j'appartiens à un EPCI qui n'a pas la compétence voirie. Donc c'est rare, mais ça existe. Un gros EPCI, plus de 100 000 habitants.
Donc moi, ma première proposition, c'est que la voirie soit une compétence obligatoire. Voilà. Avec évidemment les financements qui vont avec une délégation, enfin, donner à l'EPCI les moyens financiers notamment, mais moi je propose... Pour cet échelon. Je vous propose tout de suite que l'EPCI et que la voirie soit une compétence obligatoire. Ça nous soulagerait, ça nous aiderait, évidemment. Voilà. On entend. Deuxième proposition. Alors, je ne sais pas si c'est une proposition, mais on a beaucoup parlé de financement, évidemment, ça nous concerne. Je rejoins tout ce que les collègues ont dit, mais moi je remarque aussi une baisse de compétences humaines. Je vais essayer de m'expliquer. Question technique, bicouche, monocouche, les engins, etc., il n'y a pas de problème. Mais nous, dans les petites communes, on voudrait être conseillés. Nous, donc comme le PCI n'a pas la compétence voirie, on a créé à plusieurs en intercommunalité un CIVOM voirie. Je demande au CIVOM, dont une personne, le responsable vient d'un département, pas le nôtre, mais d'un département voisin. Excusez-moi, c'est important. Et je demande à cette personne du conseil. Je lui dis, je ne veux pas simplement savoir comment rénover, entretenir les fossés, etc. Je veux savoir que tu me dises combien de kilomètres, même de dizaines de mètres simplement, je dois rénover chaque année. Quelles sont les priorités? Priorisation, voilà. Et ça, il ne sait pas le faire. À il est hyper compétent sur le goudron, sur les couches, les bicouches, le calcaire, tout ce que vous voulez. Mais pour me conseiller, avoir un peu, il n'est pas compétent. Et c'est quelqu'un qui vient d'un département. Je vous passe ma relation avec le département. Merci. Dernier point, dernier point qui est très important, c'est peut-être le plus important. L'État, qui est ici très représenté, est un propriétaire foncier très important, et notamment au bord des routes. Parce que la route, l'emprise d'une route, c'est aussi sur les abords. Je ne comprends pas pourquoi l'État, alors que nous, on nous emmerde avec les histoires d'accélération nette en énergie renouvelable, et notamment en photovoltaïque, pourquoi l'État et le département ne font pas beaucoup plus en énergie photovoltaïque sur les abords de route. Voilà. Et ça soulagerait quand même considérablement les communes. Merci beaucoup. Ces trois remarques qui étaient nouvelles et apportent à la complexité du débat. Oui, et du coup, merci monsieur. Je donne la parole en conclusion, s'il va rebondir là-dessus, à nos deux coprésidents, mais nous allons clore ce forum et j'espère que ça sera la suite de travaux que vous avez tous appelés de vos voeux, de concertation. Un mot très court, monsieur Cuirier. Très court, rassurez-vous. Juste pour répondre à mon collègue, nous déplorons tous la perte des ingénieurs subdivisionnaires de l'État. C'est une forme de désengagement de l'État qui fait qu'aujourd'hui, les communes à faible dimension, je ne parle jamais de petites communes, des communes à faible dimension n'ont pas les moyens techniques d'assumer ne serait-ce que les travaux routiers. Donc la solution que vous proposez de l'intercommunalité, où là nous retrouvons des compétences techniques plus importantes, est une solution favorable. Et je vous remercie de votre remarque qui est importante. Juste un mot pour conclure. Tous ces débats montrent avec certitude que nous avons à bâtir ensemble avec l'État et avec le département un nouveau modèle économique de financement des infrastructures routières, ponts et chaussées, et d'intégrer dans ce financement également les questions de sécurité routière. Merci, monsieur Cuirier. Et peut-être même un modèle économique tout court. Un modèle tout court. Merci à tous. Merci pour votre participation nombreuse et bon forum au suivant. À bientôt.